Ouais. Merci. Je vous soumets au vote l'approbation de la séance du Conseil municipal du 15 juillet 2020. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Approbation de la séance du Conseil municipal du 28 juillet 2020. Est-ce qu'il y avait des votes? Alors, je vais laisser quand même Jérémy s'installer. Donc, approbation de la séance du Conseil municipal du 28 juillet 2020. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Approbation de la séance du Conseil municipal du 24 septembre 2020. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Alors, juste pour information, en fin de séance, on vous fera passer les documents où vous viendrez auprès de Madame Hélard pour que vous puissiez signer les différents PV. Je vous fais lecture des comptes rendus des décisions prises par le maire dans le cadre de l'exercice de la délégation permanente, avec la lecture des différentes informations. Donc, l'information numéro 1 étant l'installation d'une nouvelle conseillère municipale suite à la démission d'un conseiller municipal. Donc, je ne vais pas vous faire lecture de tout l'ensemble. En tout cas, donc, nous avons le plaisir d'accueillir désormais dans l'Assemblée Madame Valérie Thiédrez en tant que suivante de liste qui remplace le démissionnaire dans la liste Sa Vie Plus 2020. Donc, félicitations à elle et puis bienvenue. Information numéro 2, achat et renouvellement de concessions. Donc, vous avez les documents en annexe sur le renouvellement et achat de concessions Cavurne et Case de Columbarium du 1er septembre au 22 octobre. Je vous propose donc de passer au rapport numéro 1 avec comme rapporteur Madame Ribaille. Donc là aussi, si elle peut lever la main pour qu'on puisse... Voilà, merci. Mes chers collègues, donc rapport numéro 1, concernant en fait la convention de partenariat entre la ville de Sainte-Savine et l'association Culture du Cœur, Champagne-Ardenne. La ville de Sainte-Savine souhaite, par l'intermédiaire de son centre culturel L'Art Déco, mettre en place un partenariat avec l'association Culture du Cœur, Champagne-Ardenne, dans le but de faciliter l'accès à la culture des personnes en situation de précarité sociale et ou économique par la mise à disposition d'invitations et la mise en place d'actions de sensibilisation culturelle. Une convention entre la ville de Sainte-Savine et l'association Culture du Cœur Champagne-Ardenne fixe le cadre de ce partenariat. Donc, il s'agit de 10 places pour les spectacles suivants. Cela concerne la Nuit Celtique du 6 février 2021, ZUT du 28 mars 2021, Blues Session du vendredi 21 mai. Aussi, mes chers collègues, je vous demande d'approuver ce partenariat, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention telle que jointe à la présente, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 2, Monsieur Stauder. Le rapport numéro 2 porte sur la restauration du tableau du triptyque de la vie de la Vierge. C'est une demande de subvention. Mes chers collègues, la commune de Sainte-Savine est propriétaire d'un tableau remarquable, le triptyque de la vie de la Vierge, qui était installé au sein de l'église. Ce tableau est hébergé dans les ateliers de restauration du Centre de recherche et de restauration des musées de France, le C2RMF, depuis plusieurs années, en attente de l'engagement d'une opération de restauration. Le montant estimatif de l'opération s'établit à 100 000 € hors taxes.
au terme d'un diagnostic réalisé par les experts mobilisés par le C2RMF. La consultation des entreprises en vue de cette opération de restauration des supports bois et des couches picturales a été engagée en date du 8 octobre 2020. La date limite de présentation des offres est fixée au lundi 9 novembre 2020 à 12 h. Cette prestation peut être cofinancée par plusieurs partenaires publics, dont la DRAC, sur la base de l'analyse des offres qui auront été reçues dans le cadre de cette procédure concurrentielle. Monsieur le maire propose de solliciter en conséquence des aides financières auprès des institutions et partenaires tels que la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, le Conseil départemental de l'Aube, le Conseil régional du Grand Est, 3 Champagne Métropole, de faire appel à tout mécénat privé, la Fondation du patrimoine, la sauvegarde de l'art français. Aussi, mes chers collègues, vu l'énoncé ci-dessus, je vous propose d'autoriser, monsieur le maire, à solliciter tout organisme susceptible de délivrer les subventions nécessaires au financement des travaux de restauration du tableau triptyque de la vie de la Vierge, installé au sein de l'église de Sainte-Savine, la Direction régionale des affaires culturelles DRAC, le Conseil départemental de l'Aube, le Conseil régional du Grand Est, 3 Champagne Métropole, le mécénat de la Fondation du patrimoine, le mécénat de sauvegarde de l'art français. Précise que le coût de l'opération s'établit à 76 665,80 € hors taxe, soit 91 998,96 centimes TTC. Autorisez, monsieur le maire, à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile en découlant. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y avait des remarques? Oui, Madame Zeltz. Merci, monsieur le maire. Je ne peux que vous féliciter d'entreprendre cette démarche. C'est d'ailleurs un magnifique rétable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je les engage à aller le voir. Et j'aimerais bien, comme j'en ai parlé à la commission urbanisme, qu'on puisse poursuivre dans l'entretien du patrimoine en général, mais religieux aussi. Et il y a 2 statues extérieures de l'église, dont Sainte-Savine, qui est quand même notre sainte de référence, qui mériterait aussi, je pense, une restauration. Donc, sachez que le département, à ce titre, vous accompagnera et qu'on fera les démarches nécessaires pour trouver les meilleurs financements. C'est entendu. Merci beaucoup à vous. D'autres remarques? D'autres interventions? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 3, Monsieur Hennequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, en 2024, la France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques. L'ambition du comité d'organisation des Jeux est que le pays tout entier se rassemble pendant les semaines de compétition et qu'une dynamique se crée dès aujourd'hui dans tous les territoires. C'est pour agir dans ce sens et fédérer autour des valeurs du sport que le label Terre de Jeux 2024 a été créé. Destiné aux communes, intercommunalités, départements, régions en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer, il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s'engager dans l'aventure des Jeux, quelle que soit leur taille ou leurs moyens. Donc les grands objectifs du label, c'est faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux. Donc ça va être la retransmission des compétitions, organisation de rencontres avec des athlètes de haut niveau originaires de la région. Changer le quotidien des Français grâce au sport, favoriser la découverte du sport et de ses valeurs à l'occasion de la journée olympique du 23 juin, soutenir l'éducation par le sport en partenariat avec les établissements scolaires, promouvoir le sport auprès des agents. Donner au plus grand nombre la chance de vivre l'aventure des Jeux, se faire le relais de l'organisation des JO au sein de la collectivité, mettre en lumière l'engagement des bénévoles dans les clubs sportifs locaux. Forte de 21 associations sportives, la ville de Sainte-Savine affiche un dynamisme certain dans le domaine sportif. L'obtention du label Terre de Jeux sera l'occasion de mettre en lumière ces associations et de créer des partenariats durables avec la collectivité. La candidature n'est pas soumise au versement d'une participation financière de la part de la commune. Il s'agit d'un engagement moral de la collectivité à décliner de manière opérationnelle les grands objectifs du label. Aussi, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir valider la candidature de la ville de Sainte-Savine au label Terre de Jeux 2024 et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires, des remarques? Madame Zeltz? Oui,
Merci encore moi, mais en tant qu'élue départementale, ce soir, je suis assez contente de certains rapports que vous présentez. Donc celui-ci en particulier, parce qu'effectivement, vous savez tous que le département de l'Aube a obtenu le label de terre de jeu le 3 octobre dernier, que c'est important pour tout le département, bien sûr, mais pour toutes les communes, et notamment celles qui vont y adhérer, puisqu'elles auront du coup des informations très précises, tant pour leurs associations que pour les écoles, que pour le public, les bénévoles. Enfin, tout le monde pourra trouver un moment de joie, et on en a bien besoin parce qu'on aura passé des années difficiles, en 2024, pour justement, et même un peu avant, pour préparer ces Jeux Olympiques qui sont à la porte de chez nous. Donc forcément, oui, bravo à Sainte-Savine de s'engager. Et j'en profite aussi pour vous dire, mais on en parlera à l'occasion, qu'on peut aussi voir les infrastructures qui nécessiteraient là aussi une intervention pour être aidés et notamment pour les futurs champions qu'on pourrait avoir. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui, Monsieur Croquet. Oui. On avait mis lors de la commission en avant le centre de tir avec peut-être un projet de refaire le bâtiment aussi. On devait voir ça. Oui, alors oui, tout à fait, c'est en cours d'étude. Donc, il y aura notamment une visite qui sera organisée donc, avec Monsieur Hennequin et également à la fois Madame Zeltz et puis j'ai un petit trou de mémoire, Madame Bertaille. Voilà, donc une visite du lieu pour voir ce qu'il en est. Sachant que voilà, on a la chance d'avoir au sein du club de tir des sportifs de haut niveau reconnus, et donc ça serait complètement légitime de donner à ces sportifs un écrin qui soit plus avantageux. Donc c'est en cours d'échange et en relation à la fois avec le département et puis en relation aussi avec la politique qu'on mène au travers du label Terre de Jeu. Voilà, merci. D'autres, vous vouliez rebondir? Non, c'était bon? D'autres commentaires? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Rapport numéro 4, Madame Ribaille. Oui. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, rapport numéro 4. Convention de partenariat entre la ville de Sainte-Savine et l'association Artisans du Monde. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine souhaite, par l'intermédiaire de son centre culturel L'Art Déco, mettre en place un partenariat avec l'association Artisans du Monde, dans le but d'accueillir le spectacle À nos choix. Il s'agit d'une conférence gesticulée. Ce partenariat entre la ville de Sainte-Savine et l'association Artisans du Monde est réalisé dans le cadre de ces actions relevant du programme de l'économie sociale et solidaire de la collectivité. Aussi, mes chers collègues, je vous demande d'approuver ce partenariat, d'autoriser la mise à disposition gracieuse de la salle de spectacle L'Art Déco et le financement communal des prestations scéniques, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention telle que jointe à la présente, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. On vous rappelle en fait que cette manifestation était initialement envisagée demain, le jeudi 19 novembre 2020, à la salle de spectacle de l'Art Déco. Mais il vous est proposé d'acter le principe et d'autoriser sa programmation dès que le contexte sanitaire le permettra. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 5, ouverture et travail du dimanche dans les commerces, notamment dérogation au repos dominical 2021, modification. Donc, je ne vais pas vous faire toute lecture. Donc, nous avions précédemment acté certaines dérogations. Depuis, il y a deux structures qui sont identifiées pour que l'on puisse procéder également à leur ajout dans les dérogations, à savoir le magasin Lidl et le magasin Action. Donc, il vous est proposé donc, de solliciter l'avis de Troyes-Champagne Métropole afin que le Conseil communautaire délibère sur ce nouvel calendrier des ouvertures dominicales et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre un arrêté fixant le calendrier des ouvertures dominicales sur la commune pour l'ensemble de l'année 2021. Est-ce qu'il y avait des remarques particulières? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Ah, pardon, excusez-moi. Monsieur Croquet?
Vous êtes contre? D'accord, c'est noté. Pas d'abstention. Adopté à la majorité. Rapport numéro 6, Monsieur Olivier Frajman. Rapport numéro 6, donc occupation du domaine public communal, tarif à compter du 1er janvier 2021. Mes chers collègues, il est proposé de reconduire les tarifs d'occupation du domaine public communal et d'en créer un nouveau pour prendre effet à compter du 1er janvier 2021. L'évolution tarifaire est indiquée dans la dernière colonne du tableau ci-dessous. Je ne vais peut-être pas lire l'intégralité des tarifs puisqu'ils sont quasiment tous inchangés. Aussi, mes chers collègues, je vous propose de bien vouloir accepter les tarifs exposés ci-dessus et applicables à compter du 1er janvier 2021. Autorisez Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 7, Monsieur Vivien. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. Donc, rapport numéro 7, opposition à transfert de la compétence du plan local d'urbanisme au profit de la communauté d'agglomération de Troyes-Champagne Métropole. Donc, mes chers collègues, en application de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et urbanisme rénové, la loi ALUR, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population se sont opposées en 2017 au transfert automatique de la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, à la communauté d'agglomération de Troyes, Champagne Métropole. Le même article prévoit qu'elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivante l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions précitées. L'opposition à ce transfert automatique ne faisant pas tout autant obstacle à un transfert volontaire ultérieur et une étude étant actuellement en cours, il est proposé de refuser l'automaticité du transfert de la compétence plan local d'urbanisme au 1er janvier 2021. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de s'opposer à l'automaticité du transfert de la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, à la communauté d'agglomération de Troyes-Champagne Métropole à compter du 1er janvier 2021 et d'autoriser Monsieur le maire à transmettre la présente délibération à Monsieur le président de la communauté d'agglomération et à Monsieur le préfet de l'Aube. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Oui. Monsieur Dulst. Oui, Monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les enjeux de ce PLU au niveau communautaire? Parce que j'imagine que toute l'Assemblée n'est pas au courant des enjeux réels. Et pourquoi vous décidez de vous opposer à ce regroupement? Alors, c'est une démarche qui est collective en fait sur l'ensemble des maires de l'Interco. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de volonté d'avoir une vision globale. Pour l'instant, on reste dans le périmètre de chacune des collectivités. Il y aura un calendrier de négociation sur un éventuel regroupement ou est-ce que chaque commune va rester dans cette dynamique individuelle? Il y aura forcément un calendrier à terme, tout à fait. D'accord. Des commentaires particuliers autres? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 8, restauration de l'église, Monsieur Vivien. Merci, Monsieur le maire. Rapport numéro 8, restauration de l'église, demande de subvention. Donc, mes chers collègues, le conseil municipal a validé par délibération du 20 septembre 2018 le diagnostic des travaux de restauration de l'église à entreprendre et le montant total estimatif des travaux à 2 266 500 € hors taxes, dont 1 838 700 € hors taxes pour les phases 1 à 6, travaux d'assainissement, restauration du beffroi et des couvertures. Par délibération du 4 juillet 2019, le conseil municipal sollicitait le concours financier des partenaires publics sur la base des montants estimatifs présentés dans l'avant-projet établi par le maître d'œuvre
et s'élevant à 1 801 000 € hors taxes, complété d'un forfait de 10%, soit 180 100 € hors taxes, couvrant divers frais tenant à l'actualisation des prix, les prestations de contrôle, de publicité et d'imprévus, etc. Considérant que l'aide de la DRAC est accordée sur résultat de l'appel d'offres, il vous est proposé d'actualiser la délibération de demande de subvention précitée afin de déposer le dossier de demande de subvention complet auprès des financeurs. La procédure de consultation des entreprises a été engagée en date du 7 octobre 2020. La date limite de la candidature est arrêtée au 7 novembre 2020. Monsieur le maire propose d'actualiser en conséquence la délibération de demande de subvention sur la base des résultats de l'analyse des offres qui auront été reçus et de solliciter des aides financières auprès des institutions et partenaires. Aussi, mes chers collègues, vu l'énoncé ci-dessus, je vous propose d'autoriser monsieur le maire à solliciter tous travaux susceptibles de délivrer les subventions nécessaires au financement des travaux de restauration de l'église de Sainte-Savine, assainissement des façades, restauration du beffroi et des couvertures. La Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, le Conseil départemental de l'Aube, le Conseil régional du Grand Est, 3 Champagne Métropole, le mécénat de la Fondation du patrimoine et le mécénat de Momone. Précise que le coût de l'opération s'établit à 1 885 200,50 €. C'est le montant qui nous a été transmis par le maître d'œuvre après analyse des offres. Et autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile en découlant. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Oui, monsieur Moser. La somme qui nous a été communiquée par le maître d'œuvre, c'est 1 885 200,50 €. C'est ça. Merci. C'est bien. Un petit peu moins. Tout à fait. Je ne suis pas sur les micros. D'autres remarques? Oui, n'hésitez pas des fois à bien lever pour qu'en fait on puisse faire les synchros avec les micros, etc. Voilà, ça requiert une petite discipline ou un petit temps de latence. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 9, soutien au commerce de proximité, monsieur Frajman. Mes chers collègues, dans le cadre du soutien au commerce de proximité, des sapins lumineux seront mis à disposition des commerçants pendant les fêtes de fin d'année. Dans le cadre des délégations qui ont été accordées par délibération du 15 juillet 2020 à monsieur le maire, une régie d'avance et de recettes sera créée afin d'encaisser la caution qui sera perçue dans le cadre de cette opération. Il vous est proposé de fixer à 25 € le montant de cette caution. Aussi, mes chers collègues, je vous demande de fixer à 25 € le montant de la caution, d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Oui, monsieur Bossuat. Oui, monsieur le maire, merci. C'est une très bonne chose qui va permettre d'animer l'avenue Galliani. Et je voudrais souligner aussi, en ayant eu la bonne surprise, contrairement à certaines villes avec, on peut dire, dirigées par des extrêmes écologiques, l'installation d'un sapin de Noël sur le parvis de l'Art déco, et c'est une très bonne nouvelle. Merci. Merci. Oui, madame Bell. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si ça concerne que l'avenue Galliani ou tous les commerçants de Sainte-Savine, s'il vous plaît. C'est l'ensemble des commerces, bien entendu. D'autres commentaires? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 10. Monsieur Vivien. Merci, monsieur le maire. Donc, le rapport numéro 10, convention relative au plan de viabilité hivernale de services partage avec 3 Champagne Métropole, adoption de l'avenant numéro 2.
Mes chers collègues, chaque année, du 15 novembre au 15 avril, notre commune active un plan d'intervention qui a pour objet de faire face aux intempéries et aux rigueurs de la saison hivernale sur notre territoire. Cela permet d'organiser et de coordonner les actions à engager sur les voiries, trottoirs et espaces appartenant au domaine public et sur le domaine privé de la collectivité hors parc du Grand 3. Une délibération a été prise en ce sens le 20 octobre 2016 afin d'adopter la convention de service partagée avec 3 Champagne Métropole. Aussi, je vous informe que la ville souhaite poursuivre ce service partagé à la viabilité hivernale pour une période d'1 an, soit du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021. Ce service concerne l'avenue Général Gallieni depuis la rue Villa-Rottier jusqu'à la rue Maréchal Foch, la rue Général Sarail depuis le Giratoire jusqu'à la rue Lamartine, la rue de la Maladière de l'avenue Général Leclerc au chemin de la Noux-Lutel. À cette fin, la convention entre la ville de Sainte-Savine et 3 Champagne Métropole peut être reconduite par avenant pour une nouvelle période d'1 an, soit du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021. Mes chers collègues, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention de service partagé avec la communauté d'agglomération de 3 Champagne Métropole, telle que présentée en annexe. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 11, Monsieur Vivien. Merci, Monsieur le maire. Donc, le rapport numéro 11 correspond au renouvellement et mise aux normes des boîtiers d'alimentation festifs présents sur les mâts d'éclairage public des avenues Général Leclerc et Général Gallieni. Donc, mes chers collègues, les mâts d'éclairage public présents sur les avenues Gallieni et Général Leclerc sont équipés de boîtiers de raccordement festifs de classe 2, permettant le branchement d'équipements festifs, notamment des illuminations de Noël. Ces équipements annexes d'éclairage public sont cependant dans un état médiocre, voire même défectueux, et ou hors normes, mettant les techniciens en danger d'électrisation lors du montage. La mise aux normes de ces équipements électriques annexes d'éclairage public est donc urgente. La ville adhère au syndicat départemental d'énergie de l'Aube, SDEA. Elle lui a transféré la compétence relative à la maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public, de signalisation lumineuse et de mise en lumière, et la maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public, de signalisation lumineuse et de mise en lumière. Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 26 000 € et la contribution de la ville est égale à 70 % de cette dépense, soit 18 200 €, conformément au devis en annexe 6 juin. Le coût de cette remise aux normes étant important et dépassant la prévision budgétaire inscrite au budget primitif 2020, je vous propose donc de mettre en œuvre les travaux urgents dès 2020 à hauteur de 9 100 €, puis d'inscrire au budget 2021 les travaux complémentaires de mise aux normes en 2021. Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la ville au SDEA en application de l'article L. 5212-26 du Code général des collectivités territoriales. S'agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d'investissement dans le budget communal. Le conseil municipal, au vu de cet exposé et après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à solliciter le SDEA pour la réalisation des travaux définis ci-dessus, autorise Monsieur le maire à engager le financement du fonds de concours au crédit du SDEA maître d'ouvrage sur présentation d'un décompte définitif dans les conditions des délibérations numéro 9 du 22 décembre 2017 et numéro 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 18 200 €, dont 9 100 € en 2020, et s'engage à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires. Précise que les équipements d'éclairage public précités, propriété de la ville, seront mis à disposition du SDEA en application de l'article L. 1321.1 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire vous propose d'attribuer un fonds de concours au syndicat départemental d'énergie de l'Aube pour financer l'opération. Donc pour le remplacement des coffrets d'alimentation des illuminations temporaires avenue Général Gallieni et avenue Général Leclerc pour un montant de 18 200 €. Monsieur le maire propose d'amortir ce fonds de concours sur 7 ans à compter du 1er décembre 2020. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 12, pour ne pas changer, Monsieur Vivien. Merci, Monsieur le maire.
Donc, le rapport numéro 12 concerne le renouvellement du réseau d'alimentation électrique des mâts d'éclairage public NE52 et E53 situés sur l'avenue Général Leclerc au carrefour de la rue Jean-Baptiste Corot. Donc, mes chers collègues, 2 équipements d'éclairage public situés avenue Général Leclerc aux abords immédiats du carrefour avec la rue Jean-Baptiste Corot ne fonctionnent plus en raison d'un câble souterrain coupé depuis quelques années. Cette absence d'éclairage à ce carrefour est cependant gênant pour la sécurité des usagers. Il convient d'engager la réparation. La ville adhère au syndicat départemental d'énergie de l'Aube, SDEA. Elle lui a transféré la compétence relative à la maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public, de signalisation lumineuse et de mise en lumière, la maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public, de signalisation lumineuse et de mise en lumière. Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 3 800 € et la contribution de la ville est égale à 70% de cette dépense, soit 2 660 €, conformément au devis en annexe 6 juin. Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la ville au SDEA en application de l'article. Je vous passe. S'agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d'investissement dans le budget communal. Le conseil municipal, au vu de cet exposé et après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à solliciter le SDEA pour la réalisation des travaux définis ci-dessus, autorise monsieur le maire à engager le financement du fonds de concours au crédit du SDEA maître d'ouvrage sur présentation d'un décompte définitif dans les conditions des délibérations, que je vous passe, s'engage à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires. Précise que les équipements d'éclairage public précités propriété de la ville seront mis à disposition du SDEA en application de l'article, que je vous passe également. Monsieur le maire vous propose d'attribuer un fonds de concours au syndicat départemental d'énergie de l'Aube pour financer l'opération suivante. Remplacement d'un câble souterrain d'éclairage public vétuste entre les mâts E52 et E53 pour un montant de 2 660 €. Monsieur le maire propose d'amortir ce fonds de concours sur 7 ans à compter du 1er décembre 2020. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Monsieur Croquet? Oui, bonjour. J'aimerais savoir pourquoi il a fallu autant de temps pour faire ces travaux. Monsieur Vivien, je vous laisse répondre. Alors, la réponse, pourquoi autant de temps? J'ai eu la réponse qui nous a été donnée, vous étiez présent par monsieur Moser, qui nous a dit que la collectivité avait lancé un programme relativement important au niveau de l'éclairage public, notamment le remplacement des ampoules LED, et que c'était relativement coûteux et que c'est quelque chose qui avait été reporté. Merci. D'autres commentaires? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 13, monsieur Vivien. Merci, monsieur le maire. Donc, renouvellement du réseau d'alimentation électrique des équipements d'éclairage public du parc de stationnement rue Auvy. Donc, mes chers collègues, les équipements d'éclairage public du parc de stationnement situé à l'entrée de la rue Auvy, à proximité immédiate du carrefour avec l'avenue Général Gallieni, sont actuellement et depuis 5 ans environ alimentés par un câble aérien provisoire, passant notamment en tête de mât d'éclairage public et dans les arbres. Cette installation provisoire avait été mise en place en 2015 en raison d'une coupure du câble souterrain. Il convient d'engager les travaux pour stabiliser l'installation. La ville adhère au syndicat départemental d'énergie de l'Aube. Elle lui a transféré les compétences relatives à la maîtrise d'ouvrage, des investissements d'éclairage public et signalisation lumineuse et de mise en lumière, la maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public, la signalisation lumineuse et mise en lumière. Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 11 000 € et la contribution de la ville est égale à 70% de cette dépense, soit 7 700 €, conformément au devis en annexe 6 juin. Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la ville au SDEA. Le conseil municipal, au vu de cet exposé et après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à solliciter le SDEA pour la réalisation des travaux définis ci-dessus. Autorise monsieur le maire à engager le financement du fonds de concours au crédit SDEA maître d'ouvrage sur présentation d'un décompte définitif dans les conditions des délibérations, que je vous passe, s'engage à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires et précise que les équipements d'éclairage public précités propriété de la ville seront mis à disposition du SDEA en application de l'article L. 321-1 du Code général des collectivités territoriales.
Monsieur le maire vous propose d'attribuer un fonds de concours au syndicat départemental d'énergie de l'Aube pour financer l'opération suivante: renforcement de l'installation communale d'éclairage public au numéro 82 avenue Gallieni et rue Auvy, remplacement de câbles souterrains d'éclairage public vétustes, pour un montant de 7 700 €. Monsieur le maire propose d'amortir ce fonds de concours sur 7 ans à compter du 1er décembre 2020. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Monsieur Croquet. Même question que précédemment, pourquoi tant de temps, sachant que c'est une installation provisoire qui date de 2015, provisoire chez moi c'est 6 mois, 1 an, et qu'à côté de ça, on a mis de l'argent sur des gouffres financiers tels que la piscine. Alors d'abord, monsieur... Concernant l'éclairage, la réponse est la même que précédemment. Mais bon, disons que là, ça m'inquiète un petit peu moins parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de danger du fait qu'il y a eu quand même une alimentation qui a été faite en aérien, donc la zone n'était pas sombre. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 14, monsieur Vivien. Merci, monsieur le maire. Donc, ce rapport concerne l'enfouissement du réseau d'alimentation électrique des équipements d'éclairage public et remplacement de mâts rue Maréchal Foch. Mes chers collègues, le permis de construire numéro 10 362 15C 0010 autorisant la construction d'un immeuble de 21 logements par 3 habitats dont une façade est érigée en limite de domaine public impose de revoir l'implantation des supports en béton supportant à la fois le réseau aérien de distribution d'électricité, des équipements d'éclairage public et partiellement du réseau de télécommunications. Par ailleurs, Enedis procède au renforcement et à l'enfouissement du réseau d'électricité dont le réseau actuellement aérien conduit à la mise en danger des futurs locataires de cet immeuble entre la rue Paul Doumer et la rue du 25 août. Néanmoins, l'enfouissement du réseau d'éclairage public et le repositionnement des nouveaux mâts s'imposent uniquement sur l'emprise de la construction, soit entre les numéros 9 et 13 rue Maréchal Foch. Toutefois, cette opération permet aussi la modernisation des 8 lanternes actuellement en sodium haute pression par du matériel LED éclairant toute la rue Maréchal Foch, soit depuis la rue Paul Doumer jusqu'à l'avenue Général Gallieni. Les travaux relèvent de la compétence du SDEA. Le coût hors taxe de ces travaux est estimé à 14 500 € et la contribution de la ville est égale à 70% de cette dépense, soit 10 150 € conformément au devis en annexe au 6 juin. Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours doit être versé par la ville au SDEA en application de l'article que vous connaissez. Monsieur le maire, le conseil municipal, au vu de cet exposé et après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à solliciter le SDEA pour la réalisation des travaux définis ci-dessus, autorise monsieur le maire à engager le financement du fonds de concours au crédit du SDEA, maître d'ouvrage, sur présentation d'un décompte définitif dans les conditions des délibérations que vous connaissez, s'engage à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires, précise que les équipements d'éclairage public précités propriété de la ville seront mis à disposition du SDEA en application de l'article également. Monsieur le maire vous propose d'attribuer un fonds de concours au syndicat départemental d'énergie de l'Aube pour financer l'opération suivante: enfouissement et remplacement des équipements d'éclairage public rue Maréchal Foch sur sa section comprise entre les numéros 9 et 13 pour un montant de 10 150 €. Monsieur le maire propose d'amortir ce fonds de concours sur 7 ans à compter du 1er décembre 2020. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 15, Madame Keane. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, lors de la séance du conseil municipal du 15 juillet 2020, il a été désigné des représentants de la commune au sein des différents établissements scolaires. Le lycée Édouard Herriot nous a signalé un changement relatif à la représentation dans leur conseil d'administration. En effet, il suffit de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour chaque secteur d'enseignement. Aussi, mes chers collègues, je vous propose de désigner les membres comme suit. Pour l'enseignement général, Madame Patricia Keane, titulaire, Madame Frédérique Bell, suppléante.
Pour l'enseignement professionnel, M. Romain Bernier, titulaire, M. Loïc Bossua, suppléant. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 16, M. Bernier. Merci, Monsieur le maire. Donc, le rapport numéro 16 concerne l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, on l'avait déjà évoqué, le conseil municipal installé conformément à l'article 2121-8 du Code général des collectivités doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois suivant son installation. Il vous est rappelé que le règlement fixe notamment les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales, les conditions de consultation des projets de contrat ou de marché. Donc, le règlement intérieur reprend ce qui a été présenté en commission administration générale. On a toiletté un petit peu, donc on n'a pas réinventé la roue, on a retoiletté simplement un petit peu ce qui avait été déjà fait dans l'ancien règlement intérieur. Certains articles, notamment du Code général des collectivités territoriales, ont évolué depuis 2014, donc là aussi nous les avons toilettés. Notamment par exemple dans l'article 2, donc en page 4, vous avez de noter que les convocations pourraient être transmises de manière dématérialisée. Donc, comme vous le savez, le maire vous l'a annoncé, on allait tendre vers des conseils municipaux, des convocations et des délibérations qui seraient dématérialisées. Donc ça, c'est acté en article 2. Autre point qui a été modifié, donc en page 7, article 7, c'est la composition des commissions permanentes. Donc c'est simplement les intitulés des thématiques qui ont changé par rapport à l'ancien règlement intérieur. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? En article 12, page 10, vous avez noté que les travaux du conseil citoyen pourront être portés et soumis à la connaissance du conseil municipal. Là aussi, c'est dans un sens de transparence et de tendre vers une démocratie participative, c'est-à-dire de permettre au conseil citoyen qui sera prochainement constitué de pouvoir présenter ses travaux au conseil municipal. Page 13, en article 18, vous avez aussi, c'est le cas ce soir, le fait de pouvoir retransmettre les conseils municipaux de manière audiovisuelle, donc en live comme nous le faisons ce soir. Donc ça aussi, c'est une évolution. Autre point aussi qu'on avait évoqué en commission, chapitre 6, donc dans l'article 32, pour la mise à disposition des locaux pour conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité. Donc là aussi, il y a une évolution. L'idée, c'est de mettre à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité les moyens de pouvoir travailler correctement. Donc, il vous est proposé en fait un bureau qui est actuellement en cours de rénovation, de transformation au rez-de-chaussée de la mairie. Ça permettra d'avoir un local de travail, un bureau de travail qui répondra aux normes d'accessibilité puisque vous serez de plein pied, de bénéficier du coup des horaires d'ouverture de la mairie. Pour l'accueil du public, ça sera beaucoup plus confortable. Donc ce bureau sera refait à neuf. Donc le mobilier a déjà été commandé. Donc il y aura un poste informatique, une ligne de téléphone et une petite table de réunion, donc pour vous permettre de travailler correctement. Donc ça sera les nouveautés. Et puis alors c'est pas évoqué sur ce chapitre. Le maire l'a déjà accordé. Si vous avez la nécessité d'avoir une petite salle de réunion pour travailler en amont les conseils municipaux, c'est par sur simple demande, c'est accordé si vous souhaitez travailler. Autre nouveauté aussi, c'est dans l'article 13. Auparavant, par exemple pour l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité, dans le Savinien, vous aviez une règle de calcul qui était un petit peu compliquée. Pour éviter d'être trop bloqué au cas où le journal municipal viendrait à évoluer, on l'a formulé de la manière suivante. Donc les règles de calcul seront les mêmes. On a juste précisé que l'expression politique sera ajustée proportionnellement au nombre de tribunes et au nombre de conseillers municipaux souhaitant s'exprimer. Donc c'est un peu le cas là, c'est-à-dire que ça sera fait de manière totalement proportionnelle.
Donc le service communication vous informera également des contraintes de transmission des tribunes, ça ne change pas. Juste vérifier, donc on le changera dans le final. Il y a une petite faute de frappe, donc vous la verrez, conseiller municipal, donc c'est dans la deuxième ligne, donc ça sera corrigé. Toujours maintenu, on l'a écrit, donc la possibilité sur le site internet pour les conseillers de bien préciser, si vous le souhaitez, votre nom, vos coordonnées et un lien redirigeant vers le site internet ou le réseau social de votre choix, donc en lien avec vos activités de conseiller municipal. Il vous est rappelé, pour éviter toute dérive et vraiment toute transparence, que tous les moyens et espaces de communication mis à disposition des conseillers municipaux sont soumis aux règles de communication préélectorale. Donc ça, c'est important dans le cas d'échéances territoriales. Donc voilà pour les grandes lignes. Sinon, pour le reste, c'est, comme je vous l'ai dit, une sorte de toilettage et d'actualisation du document. Merci. Oui, Madame Zeltz. Oui, merci, Monsieur le maire. Déjà, merci, parce qu'on se sent quand même mieux accueilli que lors du mandat dernier. Donc, merci pour les meilleures conditions de fonctionnement. Je voulais poser une question. Est-ce qu'on pourra accueillir des rendez-vous dans dans ce bureau que vous nous accorderez à la mairie? Donc ça, c'est bien d'ailleurs que ce soit à la mairie, parce qu'en termes d'accessibilité, c'est vrai qu'au deuxième étage, c'était pas facile. Et puis, je voulais aussi, par contre, vous demander dans l'article 9, sur les comités consultatifs, c'est juste une petite précision. À la fin du paragraphe, vous mettez chaque comité présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres est composé d'élus, de personnalités extérieures. Est-ce qu'on peut préciser d'élus de la majorité d'opposition? C'est juste éventuellement une petite... parce que bon, c'est toujours bien après dans les règlements intérieurs d'avoir des choses assez précises. On l'a vécu la dernière fois dans des comités qui avaient été créés et c'était pas simple. Donc voilà, c'est juste une petite remarque. Monsieur Bernier, si vous vouliez apporter un commentaire. C'est bon. Pour la modification de l'article 9, il n'y a pas de souci particulier. Quand on parle de conseiller municipal, c'est conseiller municipal, c'est-à-dire qu'on est tous l'égal des autres, donc il n'y a pas de distinction entre la majorité et l'opposition, ça, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne le bureau, il est précisé qu'il n'est pas destiné à une permanence. En revanche, comme ce bureau ne sera pas occupé à plein temps, si vous avez la nécessité d'avoir un espace pour accueillir du public, je pense qu'on étudiera cette possibilité, mais il n'y a pas de souci particulier. Là aussi, ça se fera par contre dans le cadre des horaires d'ouverture de la mairie. Et dans le cadre d'une gestion partagée du local. Alors, juste à toutes fins utiles, pendant qu'on y pense, il y a un petit document qui vous a été remis sur chacun de vos bureaux. Ça sera notamment dans le cadre de la dématérialisation des convocations, donc ça sera un écrit à nous rendre. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, Monsieur Bernier. Juste pour précision, pour les moyens de communication à l'opposition, donc on l'avait déjà abordé dans un précédent conseil municipal. Dans le dernier journal municipal, vous avez le trombinoscope avec l'ensemble des élus. On a précisé tous vos coordonnées mail pour faciliter l'interaction et puis la connexion avec les élus, tels qu'ils soient. Et c'est pareil pour le site internet. C'est-à-dire qu'on a maintenu le bouton qui permet de contacter directement chaque élu du conseil municipal. Et puis on pensera rajouter Madame Tiedrez. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 17, Monsieur Laville. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, la formation des élus municipaux est organisée par le CGCT, notamment par l'article L2123-12 du CGCT, qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 20% des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. Donc, les organismes de formation doivent bien évidemment être agréés.
Monsieur le maire rappelle que conformément à l'article L2123-13 du CGCT, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation indemnisée sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Donc, le conseil municipal propose d'adopter le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 20% du montant des indemnités des élus. La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants. Agrément des organismes de formation, dépôt préalable au stage de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville, liquidation de la prise en charge sur les justificatifs de dépenses, répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus, décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue à cet effet et d'adopter le règlement intérieur joint en annexe pour la formation des élus de la commune de Sainte-Savine. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Pardon. Rapport numéro 18, Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Donc, le rapport 18 concerne le versement du complément indemnitaire annuel. Pour rappel, il vous est rappelé le mode de calcul et d'indemnité pour les agents des collectivités. Donc, il se compose en deux parties. Donc, une partie qui, pour faire simple, qui est calculée sur la technicité de l'emploi et une autre sur l'engagement professionnel. Sur cet engagement professionnel, c'est les entretiens annuels et individuels qui permettent de l'évaluer. Cette année, au regard des conditions sanitaires, la collectivité n'a pas pu le faire. Donc, il vous est proposé, et ça a été acté par le comité technique, c'était de proposer un montant de 150 € maximum par agent à temps complet, quel que soit le grade et quel que soit l'emploi qu'il occupe dans la collectivité. Donc, ce versement interviendrait une fois en décembre. Seule chose à prendre en compte, ces 150 € maximum seraient modulés en fonction du temps de présence dans la collectivité. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote ce rapport. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 17, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Rapport numéro 19, commission municipale, modificatif suite à la démission d'un conseiller municipal. Mes chers collègues, conformément à l'article L2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d'absence ou d'empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celle-ci lors de leur première réunion. Pour rappel, lors de sa séance du 28 juillet 2020, par délibération numéro 2, le conseil municipal a adopté la liste des commissions municipales suivantes. Première commission, commission cohésion sociale, affaires scolaires, jeunesse et famille, solidarité, affaires sanitaires. Deuxième, commission urbanisme, cadre de vie, transition écologique. Troisième, commission commerce et artisanat, économie sociale et solidaire, relations avec les entreprises. Quatrième, commission vie citoyenne, administration générale, vie quotidienne et tranquillité. Cinquième, commission culture, patrimoine, vie associative et sportive. Il vous est proposé que le nombre d'élus siégeant au sein de chaque commission soit variable en fonction des candidatures d'élus sur les diverses thématiques, avec un maximum de 11 ou 12 membres, selon la commission concernée, conformément aux dispositions présentées dans le règlement de fonctionnement du conseil municipal.
Suite à la démission de M. Bernard Marandet, conseiller municipal, il est proposé à l'Assemblée de compléter la composition des commissions et de procéder au remplacement de l'élu démissionnaire dans les commissions où il siégeait, à savoir commission commerce et artisanat, économie sociale et solidaire, relations avec les entreprises et commission vie citoyenne, administration générale, vie quotidienne et tranquillité. Merci. Alors, il y avait une petite ventilation, donc il n'y a pas de changement sur les commissions 1 et 2, comme vous avez entendu. Sur la commission 3, donc, je vous propose, en fait, pour le plus simple, ça sera de faire un vote à main levée pour chacune des compositions, nouvelles compositions. Donc, sur la commission numéro 3, nous proposions, en fait, le rajout de Madame Valérie Thiédrez au titre de l'opposition. Donc, sur cette commission, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Sur la commission numéro 4, vie citoyenne, administration, vie quotidienne et tranquillité, nous proposions de rajouter Mme Elona Marteau et Frédéric Prélot, ainsi que M. Alain Moser. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Sur la commission numéro 5, nous vous proposions de rajouter M. Jean-Michel Pouzin, Mme Sonia Pereira-Frajman et Mme Valérie Thiédrez. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose de procéder au rapport, à la lecture du rapport numéro 20. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Rapport numéro 20. Constitution de la Commission communale des impôts directs, CCID, complétude. Mes chers collègues, lors de sa séance en date du 15 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné par délibération numéro 12 des membres pour participer à la Commission communale des impôts directs, CCID. Or, cette désignation s'avère incomplète, les membres devant être proposés en nombre double. Il s'agira donc de procéder à la complétude du tableau présenté ci-après. Monsieur le maire rappelle que l'article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs, CCID, présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Soit, dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. Les 8 commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants seront désignés par la direction régionale départementale des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission, et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règlements de fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes. Un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, 3 agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants, 5 agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants. En cas de décès, de démission ou de révocation de 3 au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose une liste comportant 32 noms pour les commissaires appelés à représenter le foncier, l'habitation et les professionnels. Merci. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de procéder à un vote à main levée. Pas d'objection? Alors, sur le groupe taxe foncière sur le bâti et le non-bâti en titulaire, nous proposions le rajout de M. Loïc Bossua. En suppléant, Mme Catherine Iglesias et Mme Anne Sabatino. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Sur le groupe taxe d'habitation, nous proposions de rajouter Madame Frédéric Bell, Monsieur Nicolas Croquet, Madame Anne Marizels, tous les trois donc en titulaire, et en suppléant, nous proposions le rajout de Madame Valérie Lopez et de Monsieur Karl Dulst.
Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 21, toujours Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Rapport numéro 21, comité technique, remplacement d'un membre. Mes chers collègues, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 85-565 du 30 mai 1985 relatif au comité technique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, vu la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2013 fixant le nombre des représentants titulaires et suppléants du collège employeur pour le comité technique, vu la délibération numéro 16 du conseil municipal du 15 juillet 2020 désignant les membres du comité technique, suite à la démission de M. Bernard Marandet, conseiller municipal et membre du comité technique, il convient de le remplacer. Merci. Donc pour le remplacement, nous vous proposions Madame Frédérique Bell. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Rapport numéro 22, Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Pour permettre les avancements de grade au titre de l'année 2020, suite à réussite à concours ou examen d'avancement, il convient d'ouvrir un certain nombre de postes tels qu'énumérés dans le document, dans le rapport. Aussi, mes chers collègues, je vous propose de mettre à jour le tableau des effectifs conformément à ces dispositions, d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce utile et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération de ces agents sont inscrits au budget communal. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 23. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Donc ce rapport concerne l'adhésion à la convention de participation à la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance et à la fixation de la participation employeur au titre de la prévoyance et au titre de la santé. Donc il vous est rappelé la démarche dans laquelle s'était inscrite la collectivité, à savoir une mise en concurrence. On avait donné mandat au centre de gestion pour organiser une mise en concurrence visant à mettre en place une convention de participation à la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance, donc avec des objectifs de tarifs groupés et donc plus avantageux pour les agents. À l'issue de cette procédure, c'est l'offre de territoriat mutuel qui était retenue. Donc dans ce rapport, il vous est proposé de souscrire à la convention de participation à la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance ainsi mise en place. Également, dans la seconde partie, il vous est proposé de fixer la participation financière de la collectivité, dont le montant versé ne pourra toutefois excéder celui de la cotisation ou la prime due par l'argent. Donc, il vous est proposé de le fixer à 10 € par mois et par agent pour le risque prévoyance et de le doubler pour la partie santé. Il était initialement de 5 € par mois et par agent. Il vous est proposé de le doubler et de le passer à 10 €. Donc, en comité technique, nous l'avons exprimé. L'idée, c'était d'inciter aussi, d'encourager les agents à souscrire à ces deux contrats, donc à la fois pour la prévoyance et la santé, en partant du principe qu'on ne choisissait pas d'être malade, qui plus est en longue durée, et pour limiter les risques et l'incidence sur les familles et sur les agents, c'était de les inviter à souscrire à ces deux contrats. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 24, Monsieur Laville. Merci Monsieur le maire.
Donc, le rapport numéro 24 concerne les nouveaux tarifs pour la location des salles communales et le matériel municipal à compter du 1er janvier 2021. Donc, vous pouvez constater dans le tableau qui sur le document les nouveaux tarifs. Donc, pour faire simple, on a simplement lissé les tarifs, c'est-à-dire on a fait la moyenne des tarifs été-hiver pour proposer un prix unique sur l'année. Voilà pour ce qui est des salles communales. Et donc, dans le cadre de sa politique de soutien au tissu associatif local, la commune de Sainte-Savine met à disposition du matériel municipal pour l'organisation d'événements, donc les fameux stands qui ont été remplacés il y a peu, donc qui sont tout neufs. Donc, on a décidé de mettre en place un tarif de location modique, donc de 15 € par stand pour l'événement, et de mettre également en place une caution pour responsabiliser les associations quant à l'emprunt de ce nouveau matériel, et essayer de le garder le plus longtemps possible en bon état. Donc voilà. Donc vu l'exposé dessus, je vous propose de bien vouloir accepter les tarifs proposés applicables à compter du 1er janvier 2021. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 25, donc, je vous invite à prendre le document qui vous a été remis sur table, où il y a eu pas de modifications sur les montants, mais juste sur les libellés. Donc, Madame Boisard. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le comptable du Trésor nous informe que les créances suivantes n'ont pas pu être encaissées. Donc, un loyer à hauteur de 156,58 € et l'occupation du domaine public de 205 €. Donc, qui concerne le loyer, donc une liquidation judiciaire d'un professionnel. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de bien vouloir considérer ces créances comme irrécouvrables et de les admettre en non-valeur pour un montant total de 361,58 € au compte 6541. Autorisez, Monsieur le maire, à émettre les mandats correspondant à l'article 6541 du budget ville. Pardon. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, pardon. Donc, rapport numéro 26, et puis je vous fais raccourci aussi, ça sera la même chose pour le numéro 27 et 28. Donc, merci de prendre les documents qui vous ont été rajoutés. Donc, rapport numéro 26, toujours Madame Boisard. Dans la continuité, le comptable du Trésor nous informe que les créances suivantes n'ont pas pu être encaissées. Vous pouvez le constater, il s'agit d'impayés sur la cantine et la périscolaire. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de bien vouloir considérer ces créances comme irrécouvrables et de les admettre en non-valeur pour un montant total de 185,70 € au compte 6541. Autorisez, Monsieur le maire, à émettre les mandats correspondant à l'article 6541 du budget ville. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 27, Madame Boisard. Toujours dans la continuité, le comptable du Trésor nous informe que les créances suivantes n'ont pas pu être encaissées. Vous avez donc le détail ci-joint avec divers impayés. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de bien vouloir considérer ces créances comme irrécouvrables et de les admettre en non-valeur pour un montant total de 5 436,85 € au compte 6541. Autorisez, Monsieur le maire, à émettre les mandats correspondant à l'article 6541 du budget ville. Merci. Des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Oui, Monsieur Moser. Non, juste une petite question, mais je ne sais pas si vous aurez la réponse. On voit notamment en fin de ce dernier listing des sommes importantes en matière d'occupation du domaine public. Ça correspond à des commerçants, à des... Vous ne savez pas? Si je peux me permettre de répondre, j'ai posé la question. Donc, c'est la mise en fourrière de véhicules. Ah d'accord, oui. Donc là, ça coûte relativement cher. Je connais le problème. Merci. Merci. D'autres commentaires? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions?
Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 28, Madame Gultequin. Donc là aussi, le document qui vous a été remis. Merci, Monsieur le maire. Le rapport numéro 28 concerne la décision modificative numéro 2 du budget principal 2020. Il vous est proposé de modifier les crédits alloués en section de fonctionnement au chapitre 011. Il est proposé une permutation des dépenses prévues aux animations culturelles des arts de la rue, donc d'affecter les 28 000 € à la location des illuminations, et au chapitre 25, de rajouter la somme de 38 520 € à la formation des élus. Pour équilibrer, cette somme sera déduite du chapitre 023 de la section de fonctionnement et 021 de la section d'investissement. Merci. Alors, il fallait juste lire le chapitre 65 en lieu et place du 25, mais sinon, c'est bon. Est-ce qu'il y avait des remarques? Oui, monsieur Moser. Oui, je voudrais avoir quelques précisions sur la dépense par rapport aux illuminations, plus 28 000 €. Oui. Ça ne comprend pas seulement les sapins, je suppose? C'est tout le chantier illumination. Après, je ne sais pas si M. Bernier vouliez réagir là-dessus. C'est Madame Chaudet qui avait porté ce projet. Ça ne concerne pas que les sapins pour les commerçants. Il y a le sapin naturel qui est posé, donc qui sera mis en décoration, des éléments lumineux. Il y aura également un élément lumineux qui sera mis en complément sur le parvis de l'art déco, et puis une grosse pièce lumineuse également qui sera installée sur la fontaine au niveau de l'église. Donc c'est cet ensemble qui correspond à ces 28 000 €. Oui, parce que bon, pour les plus j'ai oublié, pardon, excusez-moi de vous couper, également la place Reichenbach, la place du marché. Voilà, parce que pour les sapins, je crois on est autour d'une somme de 5 000 €. Attendez. Si les vous voulez parler, en fait, il faut juste relever la main pour qu'on puisse réactiver le micro. C'est bon? Oui, voilà. Donc, pour le prêt de sapin aux commerçants, je crois qu'on est à peu près autour de 5 000 €, ce qu'on avait dit en commission. Donc, tout le reste est consacré à des achats supplémentaires de décoration de Noël, donc, dont ce que vous Non, en fait, ce n'est pas des achats, c'est que de la location. Ah, c'est que de la location. C'est que de la location. Ce n'est pas de l'achat. Oui, l'idée, ça avait été par rapport au délai, on n'avait pas la possibilité d'étudier de repenser totalement les illuminations de Noël sur l'ensemble de la ville. On était vraiment trop juste au niveau des délais. Pour ne pas engager la collectivité dans des frais non plus considérables, c'était de passer à un mode de location et pas d'achat. Y compris avec tout ce qui est au niveau de contraintes de stockage, c'était pas envisageable. Bien, je prends acte. Ça répondait à vos interrogations? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Oui, Monsieur Dulst. Juste, Monsieur le maire, sur la forme, les rapports sur table avec des modifications de budget principal, c'est assez délicat. Bon, là, c'est pour les illuminations de Noël, vous avez peut-être des problèmes de délai pour nous fournir les rapports, mais ce serait quand même bien pour les modifications de budget de ne pas faire des rapports sur table. Ça paraît quand même plus cohérent. De pouvoir avoir alors en fait, c'était juste l'explication en fait, qui était complémentaire. Donc en fait, il n'y avait pas de modification substantielle en tant que telle. Alors, si vous regardez les deux documents, en fait, il y a juste des écrits. Voilà. Donc vous aviez l'information qui était présente. Oui, les sommes sont quand même modifiées. Ah non. Les 28 000 € d'illumination supplémentaire n'apparaissent pas dans le premier rapport, dans le rapport que vous nous avez envoyé au courrier. Alors, c'était indiqué. Alors, vous voyez les 28 000, proposition nouvelle, décision modificative numéro 2. Donc, les 28 000 €, vous le voyez? Sur le premier tableau. Hein. Vous voyez? Dans le compte 011, il apparaît bien dans le document que moi j'ai reçu, 2 344 978 €. Le compte 011 que vous nous avez fourni sur table, on a 2 316 978 €. Donc on a bien une modification.
En fait, c'est juste une modification de ventilation. En fait, il n'y a pas de modification substantielle. Oui, j'ai bien compris. Donc c'est pas une nouvelle dépense, c'est juste une ventilation qui est proposée de manière différente. Voilà. Tout à fait. Sinon, on serait permis de vous avertir bien en amont. Merci. De rien. Pas d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Donc il faudra là aussi venir en fin de conseil signer les documents. Rapport numéro 29. Donc convention de mise à disposition de matériel municipal. Monsieur Laville. Merci Monsieur le maire. Donc, pour faire écho en fait, au rapport numéro 24 et donc l'allocation de matériel municipal, nous avons décidé de mettre en place une convention de mise à disposition du matériel communal. Donc, c'est tout simplement un document que les associations associations d'entités emprunteuses devront compléter pour accéder au matériel de la commune, afin d'avoir des traces écrites et un cadre un peu plus défini pour tout ce qui est prêt de matériel par la commune. Donc, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir valider la mise en place de la dite convention que vous avez juste après et autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Là aussi, est-ce qu'il y avait des remarques ? Non ? Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 30, Monsieur Stauder. Mes chers collègues, il ne vous a pas échappé que nous parlons beaucoup de la santé et de l'hôpital depuis quelque temps. Or, l'hôpital public est mal en point et va mal. Mes chers collègues, je vous donne lecture du vœu que nous formulons. Considérant que la crise sanitaire dans laquelle est plongé notre pays depuis plusieurs mois a conduit les pouvoirs publics à prendre des décisions radicales et inédites dans notre histoire, mise en confinement et couvre-feu de la population. Considérant que la première vague de l'épidémie n'a pas été anticipée, pas plus que la seconde, malgré la mobilisation de la population et les efforts consentis par tous. Considérant que le contexte anxiogène, enfermement de la population, limitation des interactions sociales, incohérence des décisions, etc., met en lumière la déliquescence de la gestion de notre système de santé. Présenté comme un des plus performants au monde, notre système de santé, et en particulier l'hôpital public, est en réalité en grande souffrance. Considérant que depuis maintenant plus de 40 ans, l'hôpital a subi des suppressions de lits régulières, 100 000 lits perdus en 20 ans, dont 4 000 depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ainsi que des postes et des mises en application de lois et de réformes successives qui n'ont fait que l'appauvrir. Considérant qu'à l'heure actuelle, des lits continuent d'être supprimés ou sont en passe de l'être, malgré la première crise Covid de mars dernier. Nancy, dans notre région, 174 lits sont prévus à la suppression d'ici 2024. Besançon, 28 lits. Rouvray, il s'agit de lits en psychiatrie, 80 lits d'ici 2022. Lyon, 75 lits. Clermont-Ferrand, etc., etc. Considérant les effets destructeurs de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui a instauré la tarification à l'acte, faisant ainsi basculer le métier de soignant vers celui de gestionnaire comptable, et la nouvelle gouvernance, c'est-à-dire la concentration du pouvoir aux mains d'un directeur de formation administrative et non médicale. Considérant que les conséquences qui en découlent sont édifiantes, à savoir la dégradation des soins avec des sorties prématurées de patients, le manque de formation de terrain des équipes, la transformation de l'hôpital en entreprise avec une forme de violence managériale, la déshumanisation du métier de soignant,
le manque d'accompagnement humain des équipes, la maltraitance des patients, l'incapacité à répondre aux besoins en situation endémique. Considérant que la situation de l'hôpital est fragilisée depuis longtemps, malgré les appels récurrents des professionnels qui alertent sur leurs conditions de travail, depuis des années sans voir aucune amélioration. Les élus de la commune de Sainte-Savine rappellent leur attachement à la notion du service public hospitalier, que le service public hospitalier est un des piliers de notre société, au même titre que l'éducation ou la justice, etc. Que l'hôpital public doit permettre à chacun, quelle que soit sa pathologie, sa demande de santé, son origine, sa religion ou sa condition, de recevoir les soins appropriés. Les élus de Sainte-Savine demandent que l'État adapte tous les moyens nécessaires aux besoins de la population et des professionnels de santé et permette de repositionner le soignant au cœur de son métier. Que les collectivités territoriales s'engagent dans la défense de l'hôpital public, aujourd'hui fortement menacé, que ce présent vœu soit porté devant la représentation nationale par nos élus de circonscription, députés et sénatrices, afin de défendre le service public hospitalier. Merci. Madame Zels. Oui, merci. Ça serait bien que chaque ville et village de France se prononce sur un vœu identique, qu'il soit remonté auprès du gouvernement et effectivement peut-être aussi auprès de l'AMF. Peut-être que ça ferait réagir, je ne suis pas sûre, mais enfin on peut quand même espérer. Moi, je voulais aussi vous dire que le département, alors que ce n'est pas dans ses compétences, a payé un robot de 2 millions d'euros à l'hôpital de Troyes, justement pour assurer des soins aux Aubois et éviter qu'ils ne quittent le département et aillent ailleurs, notamment Reims et Nancy, et avec des fonds qui, justement, permettent aussi aux Aubois de se faire soigner utilement. Donc il y a aussi des collectivités dont ce n'est pas les compétences pour qui c'est important la santé et qui jouent ce jeu, donc il faut le dire, parce que dans l'Aube, on doit être une exception. Et donc, forcément, je voterai ce vœu. Merci. Monsieur Moser. Oui, alors, est-ce que je pourrais savoir d'où vient ce texte? Quelle est son origine? Parce que j'étais un petit peu surpris qu'il tombe comme ça, donc à la fin des rapports. Est-ce qu'il vient de l'hôpital de Troyes? Ou c'est un texte qui a été, que vous avez créé? Mais ce sont des élus très sensibilisés, comme nous tous, au service public hospitalier, et donc notamment dans le groupe et dans le collectif, mais il y a des personnes qui sont encore plus engagées que d'autres là-dessus, et donc qui ont décidé je suis pas naïf. Voilà, de porter ce vœu. Donc c'est vraiment une création, une réflexion d'élus saviniens. Oui. Bah, si Jean-Christophe, tu veux prendre la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, je rejoins la remarque de Monsieur le maire. Nous sommes plusieurs élus de la majorité à être confrontés à cette situation comme chacun, et également concernés par cette situation. Et en tant qu'élus, nous avons considéré que c'était aussi de notre devoir, responsabilité, de sensibiliser nos autres élus, la population, à cette situation préoccupante. La santé, ça touche tout le monde, et il est vrai que c'est pour cela que cela nous a motivés à proposer ce vœu. Il ne vient pas directement de l'hôpital, mais si l'hôpital veut rejoindre ce vœu et le porter au plus haut des différents représentants, nous en serions ravis, Monsieur Moser. Oui, non, mais donc pour vous dire que sur le fond, et notamment pour les dernières parties de ce rapport sur les demandes des élus de la commune de Sainte-Savine, bien sûr, on est d'accord avec vous. Moi, ce qui m'a un petit peu interrogé, c'est je vais dire, tout le préalable qui ressemble vraiment à un tract syndical. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu déstabilisé dans la mesure où je me suis dit, mais c'est quoi? C'est une émanation d'une action plus largement du monde du travail dans les hôpitaux. Donc voilà, je voulais dire un petit peu que je me suis posé des questions. Je voulais dire tout à fait sincèrement comment on a réagi par rapport à ça. Donc on votera ce rapport. Effectivement, habituellement, quand on a comme ça des motions et des vœux, souvent on est en relation avec l'AMF ou avec d'autres collectivités.
Et c'est vrai que ça ne se passera pas dans d'autres collectivités pour l'instant, je suis un petit peu renseigné. Voilà, mais bon, sur le fond et pour les demandes qui terminent ce rapport, enfin ce vœu, nous voterons ce rapport. Merci. Alors, oui, Jean-Christophe. Juste pour finir, il est vrai que cela peut faire penser à un discours un peu militant, mais finalement, un élu qui n'est pas militant, est-ce un élu qui porte sa responsabilité? C'était de notre ressort de se sentir militant dans la formulation. Effectivement, ça peut ressembler à un tract syndical. Les syndicats ont toute leur place dans notre République et c'est important. Sur la forme, voilà. Merci. On va laisser la parole à Monsieur Croquet. Alors pour ma part, moi je suis tout à fait d'accord à 300% sur ce texte. Maintenant les vœux, on sait très bien ce qu'en pense le gouvernement Macron. On voit bien sa politique actuelle, tout pour la privatisation. Ça m'étonnerait que ça aboutisse à grand chose, mais c'est bien quand même que tout le monde prenne conscience qu'il faut agir et que les élus sont là aussi pour montrer la voix du peuple là-dessus. Merci. Monsieur Bossuat. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, je rejoins un peu monsieur Moser, ça va peut-être vous surprendre, mais sur la première partie du vœu, effectivement, considérant que la première vague de l'épidémie n'a pas été anticipée. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes l'aient anticipé dans le monde entier et je pense que ça a dû être très difficile à vivre. Sur le reste, effectivement, je rejoins la notion d'attachement au service hospitalier, mais la formule de ce vœu m'interroge également. Donc j'apporte mon soutien entier au personnel hospitalier, aux personnes qui sont chaque jour, 24 heures sur 24, j'ai envie de dire, face aux personnes en difficulté selon les pathologies, pas forcément face au Covid, mais je m'abstiendrai sur le vœu, puisque la première partie de ce document ne correspond pas à ce que je pense d'un vœu pour soutenir le personnel hospitalier. Merci. Alors, c'est pas que le personnel, c'est vraiment le système de santé. Et que là aussi, c'est pas de dire qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Le manque d'anticipation, c'est d'avoir supprimé aussi à un moment donné des lits. Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est qu'on était sur une trajectoire de réduction drastique des lits et des capacités hospitalières qui font qu'à un moment donné, on s'est retrouvé en capacité, en sous-capacité et en crise. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur le maire, et je le regrette sincèrement. Mais c'est un fait aujourd'hui. Je suis sûr que cette remarque, vous saurez la transmettre au président du conseil d'administration de l'hôpital de Troyes prochainement. Mais il n'est pas seul. Malheureusement, le président du centre hospitalier, il subit aussi des consignes aussi de l'État et de la trajectoire. Donc il est plutôt en tant que gestionnaire de l'hôpital, mais c'est pas lui, malheureusement, qui conduit la politique de l'hôpital, la politique de santé, qui est plutôt dans le prisme de l'État et des gouvernements successifs. Voilà. Est-ce qu'il y avait des rajouts? Madame Zels. Le vœu fait débat. Non, c'est pour conclure sur une forme un peu plus positive. Est-ce que le fond et la forme sont importants? Je crois que c'est le fond qui est important plus que la forme. Voilà. C'est un beau mot de conclusion. Voilà. Et ça reste aussi un vœu. Et c'est aussi très important que chacune et chacun d'entre nous portions aussi, comme le soulignait Jean-Christophe, c'est aussi notre côté militant. Nous sommes engagés dans la politique. Si on est engagé dans la politique, c'est pour faire bouger des choses. Et c'est dire aussi la trajectoire que l'on veut pour le service public hospitalier, puis plus globalement pour le système de santé. Donc je vais vous proposer donc de passer au vote de ce vœu. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc une abstention. Donc adopté à la majorité, je vous en remercie. N'ayant pas eu de questions diverses soumises, je vous propose de clôturer les débats ce soir. Je vous en remercie. Juste un petit point d'information, pensez à vous rapprocher pour les signatures.
Merci beaucoup à vous. Très bonne soirée.